ma communication porte sur les femmes des sans-demande une fois réfugiées aux États-Unis. Amanda, je peux t'embêter juste un petit peu de ne pas mettre le micro trop voilà. près. Ok, voilà. Comme ça se met. Si tu veux, tu peux t'écarter un petit peu de... Voilà. Alors, les 15 fructidors de l'an 5. Alors, du coup, il faut que je revienne le micro. Voilà, comme ça. Oui. Ok. Alors, les 15 fructidors de l'an 5, la citoyenne Marie Talari Maragon, née d'Avezac, se présente à la chancellerie du consulat français à New York. Arrivée peu de temps apparemment depuis la Jamaïque, elle se trouve sans ressources, privée des avances financières qui lui avaient jusqu'alors été consenties par la négociant britannique Ford. Ces dernières, agissant en tant que procureur pour gérer son habitation située à Jérémie, alors sous occupation anglaise, lui notifie, par l'intermédiaire de William Seton, qu'il ne peut plus continuer à lui accorder de crédits. Il n'y a, selon lui, plus de revenus garantis sur la plantation, plus de produits à faire valoir. Dès lors, toute nouvelle avance devient insoutenable. Placée devant l'évidence d'un soutien interrompu, Marie Talari prend seule la décision de retourner à Jérémie afin de tenter de recueillir elle-même quelques récoltes ou revenus indispensables à la survie de sa famille, son mari compris, qu'elle choisit de laisser aux États-Unis jusqu'à un éventuel retour de la République dans cette portion de la colonie. Mais dans sa déclaration, aucune trace de plantes. Elle ne supplie pas, elle agit. En anticipant les soupçons quand elle retourne en territoire ennemi pour ressusciter, elle affirme qu'il s'agit au contraire d'un acte de fidélité républicaine. Qui mieux qu'elle, dit-elle, pourrait revendiquer un tel engagement si ce n'est en allant seule défendre les biens de la patrie et de sa famille sur une terre disputée? Elle est loin d'être un cas isolé. À ses côtés, d'autres femmes, Sarah et Rebecca Dauguillard, Marie-Geneviève Fougard, Jean-Mathurine Brouillard, Louise-Hélène Chaput de Saint-Georges, etc., sollicitent elles aussi l'autorisation de retourner à Jérémie, ville de la partie du sud de Saint-Domingue, malgré l'occupation britannique et la désorganisation générale. Or, ces démarches contrastent fortement avec les récits dominants qui ont longtemps figé les femmes des colonies dans une posture de passivité ou de vulnérabilité. Épouses exilées, mères en fuite, figures silencieuses d'un désastre colonial. La mémoire, comme la littérature, a souvent réduit leur présence à celle des victimes collatérales des bouleversements révolutionnaires et impérieux. Cette image s'est trouvée d'autant plus renforcée par la littérature du XIXe siècle, qui a souvent représenté les femmes blanches de Saint-Domingue comme des figures mélancoliques de la perte, veuves prématurées, mères endeuillées, orphelines jetées sur les roues de l'exil. Les récits mémoriels, qu'ils soient personnels, romanesques ou historiques, ont figé leur rôle dans celui des témoins silencieux du désastre. Leurs trajectoires y sont racontées sur le mode de la déchéance, du retrait ou du sacrifice, bien plus que de l'action. Cette vision, diffusée jusqu'à dans les travaux historiques les plus classiques sur l'exil domingois, a contribué à reléguer leurs pratiques concrètes, notamment économiques et spatiales, au second plan. Pourtant, à rebours de ces représentations figées, les archives notariées livrent une réalité bien plus nuancée. C'est notamment dans les documentations produites par les consulats français établis à Philadelphie, à New York, à Norfolk et à Charleston que se dévoile une autre scène de l'exil, celle des femmes actrices, gestionnaires, parfois stratèges, qui interviennent directement dans la préservation, l'administration ou la circulation des biens familiaux. Si l'historiographie a largement exploré les secours accordés par la mère patrie et les pétitions adressées aux autorités, ainsi que les réseaux de solidarité de l'exil articulés autour des liens familiaux, amicaux et politiques, l'analyse des stratégies spatiales et matérielles adoptées par ces femmes demeure encore en retrait. C'est précisément cet angle que cette intervention souhaite explorer. À partir d'un premier dépouillement d'archives consulaires, il s'agira d'interroger la manière dont certaines femmes créoles confrontées à l'exil, à l'occupation militaire ou à l'effondrement de l'ordre ancien mobilisent la gestion des biens et l'espace domestique comme levier de présence, d'action et peut-être même d'affirmation citoyenne. Entre 1791 et 1804, Saint-Domingue est le théâtre d'une succession de bouleversements politiques et militaires.
Insurrection, abolition de l'esclavage, guerre civile, puis intervention britannique dans plusieurs zones côtières, comme à Jérémie de 1793. Ces dynamiques entraînent une dispersion croissante des colons, dont beaucoup trouvent refuge sur les continents nord-américains. C'est dans ces contextes de désintégration coloniale que certaines femmes s'efforcent de préserver une continuité économique et symbolique à travers leurs biens. L'hypothèse ici proposée reste à tester. Elle s'appuie sur un premier échantillon issu des archives notariales produits dans les consulats français des États-Unis. Et ces documents, élaborés dans l'urgence de l'exil, seront ensuite réutilisés dans le cadre du processus d'indemnisation des colons en 1825, destiné à estimer les pertes subies lors de l'indépendance d'Haïti. Et pour ces raisons, ils se sont conservés à Aix-en-Provence et pas à Nantes, comme d'habitude. Et ils constituent ainsi une source précieuse pour reconstruire a posteriori les logiques de gestion des propriétés et des représentations développées dans les marges de l'Empire. C'est surtout à partir de l'incendie du Cap français en juin 1793 et de l'afflux massif des réfugiés vers les côtes américaines que les autorités locales se trouvent confrontées à une gestion croissante et urgente des colons en exil. Face à l'ampleur de la crise, ce sont d'abord les sociétés de bienfaisance américaines qui tentent d'apporter un secours ponctuel avant que le gouvernement fédéral lui-même s'en saisisse, notamment à travers les Committee on Claims. C'est dans ce contexte que se multiplient les requêtes adressées aux institutions américaines, aux représentants français et au réseau des colons établis. Les pétitions rédigées par les femmes réfugiées de Saint-Domingue constituent un des seuls moyens à leur disposition pour intervenir dans l'espace public en contexte révolutionnaire. Bien qu'exclues des instances classiques des participations politiques, clubs, assemblées, élections, etc., elle prend la plume pour solliciter aide, sécurité et reconnaissance. Déjà largement étudiées par l'historiographie, ces pétitions ont souvent été analysées sous l'angle de la vulnérabilité féminine et de la mobilité restreinte de leur autrice, réduite à des figures dépendantes ou silencieuses dans les récits de l'exil. Trois types de démarches émergent. D'abord, les pétitions adressées aux sociétés de bienfaisance américaines, souvent au moment de l'arrivée aux États-Unis, quand les femmes se retrouvent seules, sans ressources, parfois veuves, presque toujours accompagnées d'enfants mineurs. Ensuite, les demandes formelles remises au consul français dans les grandes villes nord-américaines, où les chancelleries deviennent des points d'ancrage administratifs et sociaux. Enfin, les lettres plus informelles ou semi-officielles transmises aux représentants, soi-disant représentants des colons installés en France, chargés d'intercéder auprès du gouvernement républicain français. Ces lettres suivent souvent une grammaire bien connue, mise en avant de la ruine personnelle, du deuil, de la fragilité matérielle. Mais ce langage de la détresse n'est jamais neutre. Il est le vecteur d'une revendication implicite, celle de conserver ou de regagner un rôle actif dans la continuité familiale et patrimoniale. Derrière les termes de souffrance ou d'indigence se profile la volonté de gérer, préserver, transmettre. Les femmes se présentent non seulement comme mère ou épouse, mais comme administratrices responsables des intérêts familiaux, temporairement isolées, mais prêtes à maintenir l'ordre domestique au sein du désordre général. Et c'est dans cette même dynamique qui s'inscrivent les procurations notariales, moins étudiées, mais tout aussi révélatrices. Si les pétitions mobilisent les registres de la vulnérabilité pour formuler une demande d'assistance, les procurations, elles, activent le langage formel du droit pour affirmer une capacité à gérer. Ensemble, ces deux types de documents dessinent une géographie genrée de l'action en exil, entre la plainte adressée à l'autorité et les mandats exercés dans le silence des chancelleries. Dans ces paysages juridiques fragmentés par l'exil et l'occupation militaire, la procuration devient un instrument clé de continuité patrimoniale. C'est par elle que les colons, souvent dispersés entre la métropole des États-Unis et les Caraïbes, délèguent l'administration de leurs biens, en particulier lorsqu'il s'agit d'éviter leur confiscation par les autorités britanniques. Une partie significative de ces actes, relevés dans les registres consulaires de Charleston, New York et Philadelphie, montre une dynamique remarquable. Dans près de 65-70% des cas, ce sont les hommes qui désignent leur épouse comme procuratrice, soit parce qu'elle se trouve encore sur place dans la colonie, soit parce qu'elle s'apprête à y retourner.
Ce mandat confère aux femmes un rôle de relais économique et juridique actif au moment même où la frontière entre espace privé et public devient instable. Cette stratégie doit être comprise à la lumière d'un dispositif mis en place par les autorités britanniques d'occupation, la loi sur l'administration des biens des absents, destinée à gérer ou saisir les propriétés laissées vacantes. Pour ne pas tomber sur les coups de cette politique, les colons exilés tentent de prouver qu'ils ne sont pas des absents au sens juridique du terme. Ils invoquent leur résidence en territoire neutre, les États-Unis, et leur intention de maintenir un lien actif avec leurs biens. Mais au lieu de rentrer eux-mêmes dans une zone militairement instable, ils envoient leurs femmes. Et ces choix, loin d'être anodins, ouvrent plusieurs pistes d'interprétation. Considèrent-ils leur épouse comme moins exposée aux représailles, comme figure socialement plus neutre dans un contexte de répression politique, ou bien comme gestionnaire suffisamment compétente pour prendre les relais dans l'urgence patrimoniale? Quoi qu'il en soit, la procuration des biens ici est un acte de visibilité féminine, un moyen juridique par lequel les femmes, créoles, propriétaires et réfugiés, investissent concrètement la gestion d'un espace jusque-là structuré autour de l'autorité masculine. Elles apparaissent ainsi non seulement comme des suppléantes, mais comme des actrices à part entière du maintien économique de la famille et plus largement de la survie d'un ordre social en décomposition. À côté des pétitions et des procurations, un troisième type de document mérite une attention particulière. Il s'agit des déclarations faites par les femmes devant les chancelleries consulaires. Ces actes, encore peu étudiés, constituent pourtant la clé de voûte administrative de leur présence et de leur stratégie patrimoniale en exil. Établies devant le notaire, ces déclarations avaient une double fonction. D'une part, attester la propriété effective des biens situés dans les zones occupées par les Britanniques. D'autre part, prouver que la personne déclarante résidait en territoire neutre, c'est-à-dire les États-Unis. Et ce double statut juridique permettait d'éviter les séquestres des terres, comme je disais, par l'administration des biens des absents, mise en place par l'autorité britannique. Et dans ces déclarations, les femmes se présentent en leur nom propre ou comme représentants de leur mari, de leur père ou de leur frère, notamment dans les cas des communautés des biens ou des tutelles d'enfants mineurs. Ce sont elles qui témoignent, rédigent, signent et deviennent ainsi les seules garantes légales de la continuité du patrimoine. Ce qui frappe dans ces documents, c'est leur dimension profondément personnelle et volontairement structurée. Elles y décrivent avec précision leur parcours de migration, leurs circonstances de leur départ, les revenus espérés, les pertes subies. Loin du registre de la plainte, ces textes traduisent une remarquable capacité d'adaptation, de mobilité et de projection. Ces femmes affirment leur droit non seulement à la subsistance, mais à une forme de reconnaissance politique implicite, fondée sur leur maîtrise des codes de légitimation écrits, sur leur attachement à la forme formelle de la propriété et sur la volonté de faire de l'espace privé un lieu d'action légitime dans un contexte de dislocation impériale. Dans le contexte troublé de la guerre civile à Saint-Domingue, marqué par l'occupation britannique, la fragmentation des pouvoirs électifs massifs, la mobilité des femmes ne révèle pas d'une contrainte subie, mais d'un choix stratégique. Elle participe à la redéfinition des frontières entre espace privé et sphère publique, entre expérience familiale et responsabilité politique. Contrairement aux représentations dominantes d'une immigration féminine passive ou protégée, les trajectoires réelles sont plus complexes. Certaines femmes quittent la colonie pour se réfugier aux États-Unis, d'autres y arrivent provisoirement, mais décident ensuite de retourner dans les zones occupées, souvent seules, parfois avec leurs enfants. D'autres encore ne partent pas du tout, assurant la continuité de la présence familiale sur place lorsque les maris fuient, combattent ou sont faits prisonniers. Ce choix d'occuper l'espace, dans un sens physique, symbolique et juridique, ne découle pas seulement de la nécessité, mais d'une capacité d'action structurée. Négociation des passeports auprès des chancelleries, présentation des déclarations notariales, signature de procuration, gestion du patrimoine sur place. Il s'agit d'une forme d'agentivité spatiale qui se déploie au croisement du genre, du conflit et de la propriété. Le fait que de nombreux hommes désignent leur épouse comme procuratrice, comme c'est le cas pour Marie-Anne de Pentille ou la femme de Jean Joie, montre que les femmes ne sont pas des simples substituts. Elles sont reconnues comme actrices efficaces, légitimes et stratégiques dans un espace désormais instable. Les autorités britanniques, en appliquant des politiques de séquestre à l'égard des biens, forcent les colons à prouver une forme de présence ou de contrôle continu. Résider aux États-Unis
n'est pas suffisant. Il faut que quelqu'un, suivant une femme, soit physiquement présent sur la plantation, signe les actes, récolte, témoigne. Dans cette configuration, le genre devient un paramètre d'action. Les femmes sont perçues comme moins menaçantes politiquement et donc plus adaptes à négocier, circuler, occuper. Et ce traitement différencié par les autorités, qui accordent volontiers des passeports aux femmes pour qu'elles retournent dans les zones occupées, ne relève pas uniquement d'une perception gérée de l'iniquité politique. Il pourrait aussi répondre à une considération tactique implicite. Dans un contexte de guerre ou de dispersion, les femmes apparaissent comme des relais efficaces de l'ordre économique et foncier. Elles sont les seules à pouvoir assurer la continuité des biens, sans s'impliquer ouvertement dans les conflits d'allégeance. En autorisant leur mobilité, les autorités révolutionnaires entretiennent une forme de présence française sur le territoire par des voies détournées mais contrôlées. Mais cette apparente neutralité devient un levier politique subtil, permettant aux femmes de conserver ou de reconquérir un espace économique et symbolique, souvent au nom de la République. Il ne s'agit donc pas seulement de mobilité géographique. Ces femmes déplacent avec elles une fonction civique. En allant à Jérémie, par exemple, en restant sur place ou en revenant, elles revendiquent un rôle actif dans la défense d'un ordre républicain contre la contre-révolution. Comme la montre Marie-Geneviève Fouja, par exemple, qui insiste sur son devoir de propriétaire et de citoyenne, le retour dans une zone instable devient un acte politique, au-delà des intentions économiques. De nombreux cas confirment cette hypothèse. Les femmes ne revendiquent pas seulement une protection, une aide, mais une capacité d'agir. Cette agentivité s'exprime dans le langage, dans les déplacements, dans la mobilisation de leur position familiale comme plateforme de légitimité. Leur mobilité devient aussi un outil d'inscription politique au croisement du privé et du public, du local et de l'impérial. Par leur présence, leur signature, leur déclaration, elles déplacent les contours de la citoyenneté, bien qu'elles n'aient pas le statut juridique. Les femmes réfugiées descendement, à travers les gestes qu'elles posent, les actes qu'elles signent et les déplacements qu'elles assument, se comportent comme des citoyennes. Elle revendique, administre, témoigne, se projetant dans un espace républicain. Pourtant, aucun statut juridique clair ne vient reconnaître cette citoyenneté en acte. Elle évolue dans une tension constante entre visibilité documentaire, grâce au droit notarial, aux chancelleries, aux procurations, et invisibilité politique, faute d'accès aux formes traditionnelles de la représentation. Ces paradoxes révèlent une reconfiguration du rapport entre genre, espace et politique. La citoyenneté ne s'exprime plus seulement dans l'esphère publique classique, mais se déploie dans des marges, dans des pratiques, dans un usage stratégique du droit privé. Ces femmes ne revendiquent pas leur place dans les assemblées, mais l'exercent ailleurs, à travers la propriété, la mobilité et la continuité familiale. La gestion des biens, en période révolutionnaire, devient ainsi bien plus qu'un acte domestique. Elle est une pratique de légitimation. L'espace privé, loin de rester un simple refuge, se charge d'une valeur politique explicite. En défendant leur plantation, en protégeant leurs enfants, en affirmant leur présence sur un territoire disputé, elles redéfinissent les foyers comme un lieu d'intérêt public. La propriété n'est pas seulement un pouvoir d'usage hérité de l'Ancien Régime, elle devient un vecteur d'action civique, un devoir de présence au nom de la République. Il ne faut pas exclure que certains de ces postures ont relevé d'une stratégie rhétorique, mais l'effet même de mobiliser les catégories du langage républicain, fidélité, devoir, sacrifice, pour justifier leur action, indique que ces femmes s'inscrivent dans une culture politique active, même lorsqu'elles collaborent, de fait, par nécessité, avec des forces adverses. Elles agissent dans l'espace public au nom du privé, en assumant des rôles qui, malgré l'ambiguïté de leur position, produisent des effets politiques réels. En interrogeant la gestion des biens comme un vecteur d'affirmation citoyenne, cette étude vise à éclairer les processus par lesquels, en contexte révolutionnaire, les femmes redéfinissent leur rapport à l'espace et à la propriété. Loin d'être un simple lieu de repli, l'espace privé se trouve ainsi reconfiguré en territoire d'action et d'inscription sociale, révélateur de transformation des rapports du pouvoir et des dynamiques gérées de la citoyenneté. Cette forme de citoyenneté, bien évidemment, ce n'est pas forcément une anticipation du féminisme politique moderne, mais une citoyenneté gérée, précoce, fondée sur la responsabilité, la gestion et la continuité. Elle s'efface avec la restauration lorsque le discours officiel se neutralise un peu, mais les gestes demeurent,
Ce sont les pratiques, plus encore que les mots, qui dessinent ici une autre généalogie du politique au féminin. Ici.